Canada, the NBA title is yours. The Toronto Raptors are the 2019 NBA champions. 112-109. Pascal, the three, good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Mikey. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'hebdo des Raptors. On va revenir sur la semaine 5. Ça y est, on a dépassé le mois de compétition. La semaine dernière, on vous avait fait un retour sur ce premier mois avec Victor de Raptors France. Et aujourd'hui, pour parler de cette semaine 5 des Raptors, je reçois Alex de Raptors France, toujours, et de dinotalk.com. Salut Alex. Salut Mike, bonjour à tous. Alors, on va parler de cette semaine 5, les Raptors qui ont disputé 4 matchs de nouveau, avec encore un bilan équilibré, 2 victoires, 2 défaites. 2 défaites à Orlando et à Cleveland, une victoire à Indiana et à domicile contre Chicago. Les Raptors qui ont un bilan de 8 victoires, 9 défaites pour l'instant, qui continuent à être dans cette zone de play-in, un petit peu en dehors pour l'instant, 11e, mais c'est très serré dans ces places-là. Alex, on va revenir sur cette semaine. On va faire un petit peu comme d'habitude aujourd'hui par rapport au retour sur la semaine de manière générale, un peu les tendances positives qui se confirment ou qui apparaissent et les tendances négatives. Ensuite, je vais changer un petit peu. On ne va pas revenir match par match parce que je trouve que souvent c'est long et que certains matchs n'en valent peut-être pas la peine. On va choisir chacun un match pour nous qui est le match important de la semaine. Donc bien sûr, on s'est concerté avant pour ne pas choisir le même et on pourra parler un peu de ces 2 rencontres sur ces 4 et on finira avec une petite preview du prochain match qui a lieu ce mardi à Brooklyn. Alex, je te lance, c'est parti pour toi. Qu'est-ce que tu retiens? Quelles sont les tendances un peu positives de cette semaine 5 des Raptors? Moi, il y a quelque chose que j'ai bien aimé cette semaine, c'est la faculté de réaction, parce que la défaite à Orlando a été fait tâche. Elle fait vraiment tâche autant dans le score que dans le scénario du match. J'ai trouvé que l'énergie était pas bonne, la vibe était pas bonne autour des joueurs, et c'est dommage parce que je pense que cette équipe d'Orlando était prenable. Après, il faut aussi tout mettre en perspective, hein. Cette semaine, Orlando a aussi tapé Boston, donc bon. Sur ce début de saison, perdre contre Orlando, c'est peut-être pas si honteux que ça, mais c'est vrai que quand on voyait le match, on avait l'impression que Toronto avait moyen de faire mieux que ça. Et donc, il fallait réagir, et c'était pas facile de réagir en back-to-back à Indiana. Indiana, qui est la meilleure attaque de la ligue cette année, si je ne m'abuse. Ouais. Ils mettent des pilules à tout le monde, c'est assez étrange. Alors, on les a pas particulièrement freinés, parce qu'on encaisse quand même plus de 130 points, hein. C'est quand même un gros score encore en NBA. Mais on a réussi à aller prendre ce match au finish. Donc, pour moi, le match d'Indiana pouvait être la preuve qu'il y a toujours autant de résilience dans cette équipe, de se dire, OK, on vient de faire un mauvais match, il faut qu'on se rattrape tout de suite. Et ben, on va gagner à Indiana. Derrière, on prend la revanche contre Chicago. Et pour moi, c'était une très bonne dynamique. Je ne vais pas spoiler, mais on parlera du match de Cleveland plus tard. Et là, on va se remettre à taper sur les doigts parce que ce n'est pas acceptable. Très bien, ok, ça c'est tout à fait, c'est tout à fait à remarquer, cette capacité de réaction. On aimerait pour l'instant aussi que l'équipe soit plus régulière pour enchaîner, mais au moins pour l'instant, l'équipe ne connaît pas de série, de grosses séries de défaites. Donc c'est vrai que c'est un point positif. Et moi, je vais spoiler, bah, c'est le match d'Indiana que j'ai choisi. Donc on en parlera un petit peu plus après. Dans les tendances positives, on doit noter, c'est important, que Siakam a été remis au centre de l'attaque des Raptors et Pascal Siakam produit énormément avec quelque chose de pas nouveau, mais qui a été exacerbé un petit peu par Darko Rajakovic. Siakam qui n'a jamais autant joué au poste de sa carrière, 17% de ses attaques se font au poste, contre, je crois que c'était moins de 10 avant. Et il est le joueur le plus efficace dans cet exercice,
de la ligue, que ce soit sur les points créés à partir des passes ou sur le scoring. Donc c'est quand même assez significatif puisqu'il y a quand même des clients dans ce domaine-là. On peut penser à Jokic ou d'autres joueurs dominants au poste. Donc Siakam qui a été remis au centre de l'attaque par Darko. On se rappelle en début de saison qu'on l'utilisait un peu comme un role player. On l'a souvent noté, c'était assez bizarre. Et Siakam qui a enchaîné les gros matchs face à des équipes qui n'avaient pas forcément les armes pour le défendre. Mais aussi, j'ai bien aimé, qui a été capable contre Chicago de se muer en passeur, moins scoreur sur le début de match. Il fait un super premier quart-temps, il délivre 6 passes décisives parce que Chicago avait décidé de le doubler. Et quand il y a des équipes qui décident de ne pas le doubler, bah, à l'inverse, il va aller scorer à foison. Ça a été un petit peu plus compliqué contre Orlando, mais parce que Orlando est la meilleure défense de la ligue et que, tu l'as dit, hein, Orlando a tapé Denver, Boston, ils sont sur une belle dynamique. Donc, au final, c'est peut-être pas honteux d'avoir perdu à Orlando, c'est peut-être plus la manière qui est embêtante. Mais en tout cas, il faut noter dans ces tendances positives, mais après, on verra peut-être que ça a un côté négatif en parlant de Scottie Barnes. Mais dans ces tendances positives, Siakam qui retrouve toute son efficacité offensive. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis tout à fait d'accord. Il a porté les Raptors notamment cette semaine. Ça fait du bien parce que c'est vrai que jusqu'ici, en tout cas, moi, visuellement, j'avais l'impression qu'il était vraiment mis au second plan et surtout, mais ça, j'en ai déjà parlé dans un épisode, euh, la sensation que quand Toronto était dans une très bonne dynamique sur un match, que soit qu'on était mené de 10-12 points et qu'on faisait un run pour revenir, ou qu'au contraire, on créait l'écart, à un moment donné, je m'arrête et je me dis, mais Siakam est sur le banc. Et ça tourne en fait sans lui. Et c'est vrai que cette impression-là, elle est un peu compliquée parce qu'on sait que c'est un joueur qui est en fin de contrat, que c'est un double All-Star et tu te dis, bon, du coup, c'est quoi? Est-ce que Toronto joue mieux sans lui? Enfin, où est le problème en fait? Il y a quelque chose de pas logique là-dedans. Et c'est vrai que ça a été moins le cas cette semaine. Donc, c'est une très bonne chose, à condition que ça ne bride pas Scotty Barnes. C'est ce qui m'inquiète un peu en fait là-dedans. C'est que bah, ça se passe bien et on aime bien voir Siakam au centre de l'attaque. À l'heure actuelle, oui, et pour gagner des matchs maintenant. Mais pour l'avenir à 6 ou 7 mois, c'est quoi le projet en fait? On fait quoi exactement? On va où? Et ça, malheureusement, je ne suis pas certain que ce soit sur le terrain qu'on aura le plus d'indices. Ouais, exactement. Ça fait partie des problématiques dont on pourra parler dans les points négatifs. C'est pour l'instant Siakam et Barnes qui n'arrivent pas à être efficaces, à sortir un gros match en même temps. On a eu un peu l'impression que Scotty a été dominant sur le début de saison et depuis que Siakam a été un peu remis en avant, Scotty est moins prégnant dans le jeu. Donc, on va en parler après. Je voudrais rester sur les points positifs et quelque chose qu'on avait évoqué dans les premiers épisodes et on se demandait un peu où ça allait. Et on commence à avoir des réponses, ça commence à fonctionner. Je voulais que tu me parles un peu du rôle de Jakob Poeltl. Alors, meilleur réussite au tir de la ligue, 72%. Il est en train vraiment de trouver son rythme de croisière à la finition. Et c'est Ailo, ce jeu au poste haut pour trouver des coéquipiers qui marchent de plus en plus, on dirait. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est bien, on sent que ça travaille et qu'il y a des automatismes qui se mettent en place petit à petit. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette sécurité de quand Puttle shoot, enfin, fait une tentative au panier, ben, il y a 3 chances sur 4 que ça rentre, quoi. Donc c'est des points, entre guillemets, presque gratuits et des possibilités de jeu très efficaces. Donc, euh, donc c'est une très bonne chose. En fait, ce n'est plus un point négatif comme ça l'était en début de saison. C'est vrai qu'on en a parlé et c'était très compliqué. Il y a encore des moments un peu fumble où on aimerait que ce pick and roll Schroeder-Puttle soit un petit peu plus efficace, qu'il y ait un peu moins de pertes de ballon un peu bêtes. Et il y a des fois, il s'en sort bien parce que le défenseur aussi a un peu les mains qui glissent et du coup, le ballon, on ne sait pas trop qui va capter ce ballon et finalement, ça finit par revenir dans les mains de l'Autrichien, donc on s'en sort bien. Mais oui, non, tu as raison. Puttle fait partie depuis quelques matchs là des valeurs sûres de cette équipe. On sait très bien ce qu'il va apporter et il est de moins en moins aussi défensivement perturbé par les fautes, je trouve. Sur ces derniers matchs, il a été moins sanctionné.
Donc ça, c'est tout de suite beaucoup mieux pour Toronto parce qu'on sait très bien qu'avec Puttle ou sans Puttle, défensivement, c'est pas la même chose. Ouais, tout à fait. Et là, en plus, il sort d'un match qui était un test quand même pour lui face à Jarrett Allen et Evan Mobley, l'une des meilleures raquettes de la ligue. Et au final, il fait son meilleur match de la saison au scoring. Il a vraiment pas. Je trouve qu'il a été gêné défensivement par Allen en début de match, qui a vraiment mis une grosse intensité physique. Et en fait, il pouvait vraiment pas faire grand-chose. Mais au final, ça a payé parce que en attaque, il a été super mobile. Allen a pris beaucoup de fautes. Il est rapidement sorti pour 4 fautes. Et là, on a vu toute la palette de Paul Toll. Et comme tu dis, en fait, moi, j'ai même été étonné qu'il était dans les meilleures adresses parce qu'on a même l'impression que des fois, il rate encore des trucs qui devraient réussir. Et comme tu dis, il y a ces pertes de balles où il fumble un peu le ballon. Là, ça commence à aller dans son sens, comme tu l'as dit. C'est vrai qu'il y a eu quelques fumbles où au final, il la récupère et ça lui permet d'avoir un avantage. Donc, vraiment, ça, c'est dans les tendances vraiment positives. Pour finir sur le positif, je voulais aborder quand même les choix de Darko Rajakovic. On a vu Winning Play contre Indiana avec ce remake de JV, la balle au poste pour Scotty qui feinte le end-off avec Siakam et qui se retrouve seul au panier. Et également, on a l'impression que quand même, à chaque fois qu'il prend des temps morts, il y a des choses positives qui se passent derrière. Contre Chicago, 2 temps morts, 2 fois un 7-0, dont en quatrième quart-temps, quand Chicago était revenu à 7 points, il prend temps mort. Derrière, les Raptors repassent un 7-0, ça fait 14 points d'avance, le match est plié. Euh, et contre Cleveland, il y a cette superbe action dessinée pour Scotty qui va partir main gauche. Il y a alors, je ne sais plus exactement comment s'est déroulé le système, mais en tout cas, c'était ouvert pour lui. Ça a permis l'aide du joueur qui était sur Schroeder. Et ensuite, Scotty, avec sa lecture de jeu, qui a trouvé Schroeder tout seul à 3 points. Ça va être une sorte de transition vers le négatif aussi parce que il y a encore des choix, par contre, qui sont discutables, mais ça reste un coach rookie, on peut peut-être mettre ça là-dessus. Euh, la dernière action contre Cleveland, mais peut-être que tu voudras en parler dans le match de Cleveland plus en détail. Mais en tout cas, voilà, il y a ces choix positifs, mais d'un autre côté aussi, et ça, il faut en parler, ça a été un des gros sujets après Cleveland et de manière générale, c'est les choix de rotation pour l'instant, avec beaucoup de Scotty Barnes plus 4 remplaçants. On en avait déjà parlé. On avait déjà dit que c'est quand il y a 4 remplaçants avec un titulaire, ça ne fonctionne pas. Et en plus, ces 4 remplaçants plus Barnes qui ne sont pas complémentaires du jeu de Scotty, c'est catastrophique, tout simplement. Je vous invite à aller voir William Lou sur Twitter qui a posté une petite vidéo de 3 minutes de toutes les actions en second quart-temps de Scotty plus banc. Il n'y a pas un seul bon tir dans le lot. Et en plus, il y a des erreurs défensives de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que tu en penses un peu, toi, des choix de Darko Rajakovic? Il y a du positif et du négatif à la fois, mais de manière générale, quel est ton sentiment un peu là-dessus? En fait, dans ces minutes-là, on est tributaire des performances de Malachi Flynn, sur qui il y a beaucoup de mieux, faut être honnête. Il a été très bon, je crois que c'est contre Indiana ou contre Ouais, Chicago qu'il a qu'il est choisi pour être homme du match par le staff, je crois, sur un des Indiana, deux ouais, matchs. 14 points. 14 points Indiana et des Ouais, voilà, contre Indiana. Donc il est très très bon et effectivement tout de suite quand on a un bon Malachi Flynn avec Scotty Barnes et 3 autres remplaçants, tout de suite ça aide. Mais c'est vrai que si déjà on parlait de la complémentarité entre Scotty Barnes, Pascal Siakam et Jakob Poeltl en NBA en 2023, ben Scotty Barnes, Precious Achiuwa qui prend plus un shoot, c'est assez impressionnant. Precious Achiuwa, ça peut être très bon aussi, un peu comme Malachi Flynn, c'est un peu inconstant, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hésitation dans le jeu de Precious Achiuwa, comme s'il y a un blocage de confiance ou d'automatisme avec l'équipe. On sait qu'il a été blessé en début de saison et ça a été un peu compliqué pour lui, mais il y a pas cette fluidité dans le jeu d'Achiuwa qu'il avait déjà mis beaucoup de temps à acquérir à son arrivée à Toronto. Et puis Chris Boucher, lui, il fait toujours ce qu'on lui demande, mais ça reste voilà, limité. Il ne va pas devenir un shooter à 3 points exceptionnel, même s'il est capable d'en mettre, et c'est toujours un plaisir de le voir envoyer ses longs bras pour mettre des 3 points dans le corner. Mais c'est vrai que les minutes avec Scotty Barnes, ses 4 remplaçants,
à chaque fois, on retient un peu notre souffle et puis quand on est dans un bon jour, ça passe. Et sinon, c'est un peu compliqué. C'est vrai que euh, est-ce qu'on pourrait trouver un moyen d'être un petit peu moins radical dans les rotations et de toujours laisser avec lui ou un Oji Anunoby ou un, un Schroeder, par exemple, je sais pas, faut voir. Ouais, complètement, je suis totalement d'accord. Pour moi, vraiment, moi, le truc qui me dérange le plus, c'est cette association Chris Boucher-Precious Achiuwa. Parce que je trouve que, en fait, au final, Precious Achiuwa, on en attendait plus, mais pour l'instant, il a le même rôle que Boucher, en fait. C'est défendre et amener de l'énergie, et on n'arrive pas à le voir se débloquer offensivement. Et du coup, avec une line-up avec Scotty, il manque totalement de spacing autour de lui. Et le problème, il est bien là, et tu l'as bien dit, c'est qu'on peut se satisfaire du mieux de Malachi Flynn, mais ça reste encore pas ouf en fait. C'est un bon match de temps en temps. Il met 14 ou 16 points contre Indiana, mais ça reste très limité malgré tout. On est content, il fait son travail, il n'est pas négatif, mais ils en parlaient dans le Raptor Show, on n'a pas ce scoreur en sortie de banc régulier qui va accompagner Scotty, qui va mettre du spacing, parce que aussi Gary Trent Jr. est utilisé en tant que première rotation avec les titulaires. D'ailleurs, à souligner, quand Scotty sort et que Gary est avec les autres titulaires, on a le troisième meilleur 5 de toute la NBA en termes de net rating. Donc, tu parlais de cette association Siakam, Barnes, Poltol. On voit que dès qu'on enlève Barnes et qu'on rajoute un joueur qui space, et ben tout de suite, on a l'un des meilleurs 5 de la ligue. Donc, c'est vraiment une problématique que tu soulignes, mais qu'on a souligné depuis le départ. Et en fait, il va falloir faire un choix. Après, on voit Et que ça, pourtant, et pourtant, Scotty Barnes à 3 points est loin d'être mauvais cette en année. Il est plus, fiable, il est efficace, et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est de se dire pourquoi ça marche pas en fait, pourquoi on se retrouve dans ces difficultés-là. le problème pour moi, je pense, c'est que quand il est associé à Siakam et Paul Tull, il n'est pas forcément respecté en tant que spot-up shooter. C'est qu'il met ses trois parce qu'il va en avoir, mais pour l'instant, les défenses ne vont pas s'écarter pour aller défendre sur Scotty Barnes au large. Et ce qui fait que aussi un 5 qui marche très bien, c'est lorsque on finit les matchs sans Jakob Poeltl. On voit qu'à chaque fois, il faut qu'il y en ait un des trois qui ne soit pas sur le terrain avec trois autres joueurs capables de spacer. Et ça, de toute façon, c'est une problématique qu'on a notée depuis le départ et c'est une histoire de construction d'équipe. Et pour l'instant, on voit que les trois ensemble, ça peut marcher défensivement, mais le problème, c'est en attaque, on a besoin de spacing et que souvent, Darko va choisir de sortir Paul Tull à la fin des matchs pour faire rentrer Gary Trent Jr. Donc ça, pour l'instant, c'est une évidence. Ça ne veut pas dire que Siakam et Barnes, ça ne marche pas ensemble, mais c'est ce que tu dois mettre autour. Et il y a eu un débat intéressant, je crois que c'était dans le Raptors Show aussi, où il disait pourquoi toujours remettre en cause la complémentarité Siakam-Barnes et pourquoi pas justement parler de la complémentarité avec les joueurs que tu mets autour. Et ça, je pense que c'est plus le vrai débat, en fait, que de dire est-ce que Siakam et Barnes peuvent jouer ensemble. Parce que si tu mets trois joueurs qui leur créent de l'espace, ils peuvent combiner. On a vu, ça commence aussi à se mettre en place parfois des high-low entre Scotty et Pascal dans les deux sens. Ça peut marcher, mais c'est vrai que trois joueurs dans le front de court qui ne shootent pas, et ça, on l'a déjà dit. Et pourtant, Siakam essaye, hein, il prend des 3 points, mais pour l'instant, c'est compliqué pour lui. Scotty, il en met, pour l'instant, comme tu l'as dit, je crois qu'il est à 37% à 3 points. C'est excellent, mais il n'est pas encore respecté à ce niveau-là. Donc, ça continue à poser des problèmes, même avec Schroeder qui est plutôt adroit. Mais on le voit, il est laissé tout seul. Donc, pour l'instant, il les met. Donc, ça, c'est tout bon pour lui. Mais ça n'étire pas les défenses parce qu'on voit qu'il préfère rester à pack la raquette face à notre équipe qui manque cruellement de spacing. Donc, ça, c'est vraiment un point négatif qu'on va continuer à suivre tout au long de la saison, mais c'est vraiment une histoire de construction. Après, est-ce que c'est dérangeant de ne pas finir avec Paul Tull? Moi, je le disais dans le dernier, que pour moi, c'est une bonne chose d'avoir Paul Tull pour permettre
à Scotty de ne pas avoir à défendre sur des grands pendant tout le match, mais pourquoi pas finir avec cette death line-up, un peu comme faisaient les Warriors à l'époque. En fait, ils avaient un pivot, mais ils finissaient avec Draymond Green au poste 5. Pour moi, c'est pas un problème, mais c'est certain que ces trois-là ensemble, pour l'instant, ce n'est pas le 5 le plus efficace des Raptors. Non, mais de toute façon, moi, j'ai aucun problème non plus sur le fait d'avoir un 5 qui démarre les matchs et un 5 qui les termine. Par définition, ça veut dire qu'il y en a un qui est excellent pour démarrer et un qui est excellent pour finir. Donc, dans ce cas-là, j'ai absolument aucun problème avec ça. Maintenant, quand on voit les situations contractuelles, les timelines différentes des joueurs et la construction du reste du roster, ben, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'organisation, quoi? Et du coup, ben, comment on fait pour le régler? Parce que peut-être, on peut dire ce qu'on veut, mais il a coûté cher pour le faire venir. Siakam, c'est un asset qui est assez extraordinaire et qui risque de partir libre à la fin de la saison. Et Scottie Barnes, c'est un des joyaux de la NBA, donc t'as le jeune prometteur, le mec qui est dans son prime et qui n'attend qu'une chose, c'est d'exploser définitivement, et le gars qui représente un prix conséquent mis sur la table pour le faire venir. Donc, c'est compliqué. Ouais, c'est problématique et ça, on va voir d'ici la trade deadline et la fin de la saison, mais il va falloir trancher et il va falloir reconstruire ce roster de manière correcte puisque on a choisi un entraîneur avec un certain style de jeu. Pour l'instant, c'est clair et net qu'il n'a pas ce qu'il faut pour mettre en place son style de jeu puisque il l'a un peu laissé de côté sur certaines séquences puisque ce jeu de Siakam au poste, c'est pas du tout ce qu'il envisageait au début de l'année, mais au bout d'un moment, tu es obligé. Et là, c'est kudos à lui parce que malgré tout, il a su s'adapter. Il n'est pas resté bordé dans ses idées. Il a vu qu'il avait un joueur qui peut lui faire gagner des matchs. Mais encore une fois, on est dans cette non-décision. Et ça c'est clair et net aussi. On est dans cette non-décision entre est-ce que tu veux développer ou est-ce que tu veux gagner. C'est en fait, tu essayes de gagner, mais en même temps, tu as ces phases justement avec cette seconde unit où tu as l'impression que tu es plus dans le développement, où tu essayes des trucs avec Scotty qui mène un peu des joueurs que tu as envie de voir évoluer, mais au final, c'est totalement bancal. Donc, est-ce que c'est la meilleure manière de les développer? Je suis pas sûr du tout. Donc, c'est vrai que bah, pour l'instant, malheureusement, on est dans ce milieu-là, ce ventre mou qu'on voyait venir. Et en fait, on n'a pas l'impression que les Raptors, pour l'instant, vont être capables d'en sortir. Donc, ce qui est positif, c'est qu'ils n'enchaînent pas les défaites, mais on a du mal aussi à les voir enchaîner les victoires pour l'instant. Donc, ça reste très problématique. Et si on peut enchaîner un petit peu, une autre chose qui est problématique dans ces tendances négatives, c'est les lancers francs. Les Raptors qui ont enchaîné cette saison 9 matchs en dessous des 70%. C'est quoi le problème? Ah ben alors là, si je le savais, moi, je sais pas. En fait, c'est vraiment quelque chose qui me fait péter un câble quand je regarde les Raptors cette saison. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Encore une fois, on laisse un nombre de points sur la ligne, c'est assez terrible. Contre Cleveland, là, avant-hier, c'était assez flagrant. On a encore laissé une valise de points au lancer franc. Et bizarrement, c'était pas Puttle le problème. On Et pourrait non, se dire que dans le 5 de départ, on a un pivot qui est en difficulté sur la ligne par rapport à d'autres. Ok, mais ça, on le sait. Mais là, moi, je te parle de Siakam. Je crois que c'est Precious qui fait un double 0 sur 2. Schroeder loupe un lancer technique. Enfin, voilà, il y a des. Ou Aninobi, je sais plus. Enfin, bref, il y a des gros problèmes au lancer franc et c'est grave pour cette équipe qui n'a pas de marge. Mhm. Donc, en fait, qu'on ait du mal à être constant, ok, je peux le comprendre, c'est difficile, c'est quelque chose à trouver, c'est un rythme à trouver, des automatismes, ça se travaille sur le long terme. Qu'on ait des problèmes, des matchs auxquels on passe à côté, ok, très bien, je peux admettre, ça arrive, 82 matchs dans l'année, tu peux avoir un match par-ci par-là où tu es moins concentré et où ça passe pas. Mais quand tu n'as pas de marge comme ça, sur l'aspect purement technique du lancer franc, tu dois être quasiment irréprochable. Je ne demande pas à ce qu'on soit à 100% tous les soirs, on le sait très bien. Les lancers francs, c'est un exercice difficile parce que tu n'es pas en rythme, parce qu'il faut caler le rythme cardiaque, la respiration, etc. C'est pas facile. Mais c'est des mecs qui shootent 100 ou 200 lancers francs par jour depuis qu'ils ont 10 ans. Donc, il y a un moment donné où, bon, il faut qu'on arrive à trouver ce qui ne va pas.
Parce que je sais pas, faut faire de l'hypnose peut-être pour les débarrasser des cris de la fille de DeRozan, j'en sais rien, mais C'est c'est ça. c'est assez catastrophique, c'est terrible. C'est Parce mon qu'encore une fois, le match de Cleveland, sans le problème de lancer franc, on le gagne et on n'est pas dans cette zone difficile là où on court après le score et où on voit Tristan Thompson qui rentre qui sort de son sarcophage là pour nous faire des flashs de 2016 et on est complètement terrorisé. Mais c'est ça, moi, c'est mon explication irrationnelle. Pour moi, ils ont été traumatisés. Ils ont encore Diard et Rosanne dans la tête à chaque fois qu'ils vont au lancer franc. C'est pas possible parce que ils ont la technologie au centre d'entraînement qui a permis en 2 semaines à Dylan Brooks de régler son tir à 3 points. Et nous, ils travaillent avec ça tous les jours et ils sont incapables de régler ces soucis-là. Donc, c'est assez étonnant. Et en plus, contre Cleveland, le pire, c'est que on peut se plaindre de l'arbitrage des fois, mais sur ce match-là, on a 20 lancers francs de plus que les Cavs. 20 lancés. Les Cavs en shootent que 9, je crois, et les Raptors en shootent 29. Et ils font 20 sur 29. C'est un délire, en fait. Donc, ouais, ça, c'est pour l'instant, il n'y a pas d'explication. J'espère qu'ils vont régler le problème mentalement parce que. Et puis, il y a les choix aussi. Pourquoi t'envoies OG Anunoby, qui a 60 et quelques pourcents de réussite cette année, tirer le lancer franc de la faute technique? Ça, c'est incompréhensible aussi. C'est. Non, et en plus, on a des joueurs qui apprécient être proches du cercle, donc qui normalement vont être sur les lancers Bien sûr. souvent. Enfin, je veux dire, Pascal Siakam, Scotty Barnes, même Oji Anunoby, ça va au cercle. Donc ça a des lancers francs, ça provoque des lancers normalement. Donc s'il y a un axe de progression prioritaire là-dessus, c'est les lancers francs. Il ne faut plus que ce soit un problème. Il faut plus que ce soit un. On n'arrive même plus à être content quand on obtient une faute, quoi. C'est Mhm. c'est grave. Si ça fait pas N1, tu te dis, bah merde, on va perdre un point. C'est ça, c'est ça. Minimum. Parce que C'est si c'est. ça. C'est ce qui s'est passé contre Cleveland d'ailleurs. Il y a un moment Mhm. donné où Gary Trent Jr. Aurait pu avoir un N1 et il l'a pas eu. Et ma première réaction, ça a été bah ouais, mais on aurait préféré le N1 en fait, Mhm. quitte à louper le lancer franc derrière. Mais Exactement. Pour finir, on va terminer avec un autre sujet qui est en lien avec le tir, pas des lancers francs, mais cette fois le tir à 3 points. Faut-il s'inquiéter pour Grady Dick? Il a été envoyé en G-League pour aller reprendre confiance et il nous a sorti 2 performances mémorables dans le négatif avec vraiment il n'y arrive pas. Alors pour moi, les 905, ça l'aide pas vraiment parce que pour l'instant, ils sont en très grande difficulté. Il n'y a pas de collectif. Ça joue pas pour lui. Chacun joue pour sa pomme. Ça fait beaucoup d'ISO. Je ne reviendrai pas sur mon opinion de Eric Coury. On va pas parler des 905. Je voulais juste aborder rapidement Grady Dick qui a été recruté à la draft en étant sur le papier le meilleur shooter de la draft et qui fait beaucoup de bonnes choses sauf shooter à 3 points. Est-ce que c'est encore trop tôt pour s'inquiéter? bon, c'est trop tôt. Oui, ça reste un rookie, donc on va lui laisser du temps. Ça reste, je veux dire, c'est pas un numéro un de draft, quoi. Tu vois, il y a un moment donné où on peut se dire de lui laisser du temps, mais c'est vrai que il est un peu dans cette zone où en fait les 905 du coup vont pas l'aider parce que c'est trop du n'importe quoi, trop individualiste et il n'y a pas de système fait pour lui. Et en même temps, le mettre sur un banc NBA pour qu'il joue 3-4 minutes par-ci par-là, ben c'est pas suffisant non plus. Donc ça va mettre du temps parce que là où il va le plus progresser, ça va être à l'entraînement tous les jours avec les vétérans, etc. Mais oui, ça va prendre du temps, il va falloir être patient. Ne pas s'enflammer quand il va rentrer pendant 3 minutes et nous faire un 3 sur 3 à 3 points en se disant ça y est, Craig Didi qu'il a débarqué et puis le match suivant il est à 0 sur 4. Ne pas s'enflammer non plus quand il est à 0 sur 4 en disant mais pourquoi on a pris cette chèvre là alors que voilà, il faut être patient et voilà, c'est un rookie, il faut lui laisser le temps. On a su que même des rookies qui ont très bien commencé, qui ont fait une très très bonne première année, ben, la deuxième c'était plus compliqué, hein. Coucou Scotty Barnes par exemple. Donc voilà, il faut lui laisser du temps. Et puis, encore une fois, de toute façon, le problème à 3 points, enfin, je veux dire, même si on avait un Grady Dick en sortie de banc qui shoot toujours à 2 ou 3 sur 4, c'est pas ça qui ferait une grande différence dans le jeu de Toronto. Ouais, je suis d'accord, faut lui laisser le temps. Le seul truc qui m'inquiète un petit peu pour être allé plusieurs fois à l'entraînement, et ça, c'est aussi William Lou qui le notait, parce que lui, il est à fond là-dessus. Il regarde toujours
tu sais, le truc Noah, là, qui évalue le tir. Et en fait, le problème, c'est que même à l'entraînement, il est assez irrégulier dans en fait, sa façon de rater. C'est que tu te dis pas, oh, il est tout le temps court, oh, il est tout le temps long. C'est assez différent à chaque fois. Donc, je pense pas qu'il y a un problème de mécanique ou quoi, mais c'est un peu difficile à savoir pourquoi il y a ce souci-là de. Est-ce que c'est un problème d'adaptation à la distance NBA? Est-ce que. Je sais pas, mais en tout cas, comme tu dis, il faut pas s'inquiéter maintenant. Notre saison ne repose pas sur la réussite ou non de Grady Dick, comme tu l'as dit, de toute façon. Donc voilà, mais c'est affaire à suivre. On ne peut pas qualifier de bust maintenant. Ça serait vraiment trop prématuré. Mais affaire à suivre. En tout cas, Darko lui a donné des minutes hein, dans ce début de saison. Il avait fait un bon match. Je ne sais plus contre qui c'était, mais il avait fait un bon match. Mais c'est vrai que ça reste. Et c'est dommage parce qu'en fait, il fait les autres choses qui peuvent lui permettre de rester sur le terrain. Il hustle au rebond, il est intelligent dans ses déplacements. Je trouve que même avec le 905, là, il reste très collectif. Même s'il a pris 20 et quelques tirs hier, il joue dans le collectif, il fait les passes, il fait ce qu'il faut. Défensivement, il se bat, mais malheureusement, tu l'as drafté pour son tir et pour l'instant, le tir n'est pas là. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'il rentre. On dirait il y a un moule des joueurs des Raptors et même quand tu recrutes un shooter, je me rappelle de. Bah, c'était qui? C'était Barton l'année dernière, pareil, plus de 3 points. Brooks aussi, c'était Brooks son nom. Celui qu'on avait récupéré Oui, à Houston oui, oui, avant. j'ai plus son prénom, mais oui. Mais Mais c'est lui, pareil, hein, regarde cette année, Otto Porter, c'est pareil, hein, il y a eu un bon match, et puis au final, quand il rentre, ben, on ne sait pas trop ce qu'il apporte. Il est là pour faire le nombre, mais il ne fait pas de différence. Et puis Otto Porter, ouais, il n'est pas tu parlais négatif. de Non, il n'est pas négatif, il est neutre en fait, il est lambda. Et c'est dommage parce qu'il est là pour shooter. Mais j'ai un peu la même réflexion sur Gary Trent Jr., hein, qui, ben, d'un soir à l'autre, il peut être en feu et apporter sa vingtaine de points en sortie de banc, comme être à 0 sur ça. Ouais, ouais. Mais bizarrement, et c'est vrai que ça contraste un peu avec le visuel qu'on a, il est dans sa moyenne pour l'instant de réussite à 3 points. Il est à 37-38%. Mais comme tu le dis, c'est parce que certains matchs, en fait, il va mettre tout dedans et d'autres, il va être à 0 sur je sais pas combien. Mais c'est ça le truc avec les Raptors que j'ai déjà souligné à plusieurs reprises. En fait, quand ils sont en réussite, c'est une vraie réussite. Mais quand ils mettent pas dedans, ils font pas semblant, en fait. C'est pas, ils arrivent jamais à être moyens en fait. Ils arrivent jamais à faire un match à, allez, quand t'es pas dans un bon soir, ils arrivent pas à être à 30%, 35%. C'est toujours du drastique, genre du 4 ou du 8 sur je sais pas combien, était à 25%. Et ça fait très mal. Et encore contre Cleveland, tu le vois, si tu mets un tir à 3 points de plus et deux lancers de plus, le match, tu le gagnes facilement, malgré toutes tes erreurs défensives et tes problèmes au rebond. Donc, c'est assez rageant en fait, c'est assez encore frustrant, mais en fait ça n'a pas vraiment changé de la saison dernière parce que à ce niveau-là c'était un peu déjà les mêmes problématiques. Le match de la semaine que j'ai choisi, je vais parler du mien en premier puisqu'il a eu lieu avant le tien. C'est celui d'Indiana, mais je vais faire vite en fait. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un déclic offensif contre Indiana, donc ça aide de jouer contre une équipe faible en défense, mais c'était pas gagné non plus parce qu'il fallait tenir le rythme contre Indiana qui a fait un match exceptionnel en attaque. Hein, ça shootait à 3 points dans tous les sens, et on a même de la chance à la fin que Buddy Hield rate le tir à 3 points qui est ouvert. Il est un peu loin, mais il est ouvert, et il était méga chaud. Euh, mais je trouve qu'il y a eu un déclic offensivement, les Raptors qui se sont trouvés. Euh, Darko qui a vu que là c'est là qu'il faut utiliser Siakam le plus possible au poste. Et en fait, j'ai l'impression que depuis ce match, on a quand même trouvé une régularité offensive. Donc bien sûr, il y a ces problèmes lorsque c'est les rotations, mais malgré tout, je trouve que si tu prends Indiana, Chicago et ensuite Cleveland, sur ces 3 matchs, on est resté quand même assez régulier offensivement. C'est peut-être même pour l'instant défensivement que je suis un peu déçu. D'ailleurs, contre Indiana, on n'a pas été très bon. Contre Orlando, ça n'a pas été ouf. Ça a été mieux contre Chicago et plutôt pas mal contre Cleveland, même si j'ai oublié quelque chose, mais on va en reparler quand tu vas parler de ce match. Est-ce que tu as un truc à dire sur Indiana ou sinon on peut enchaîner sur le match contre Cleveland?
Non, non, c'est vrai que le match d'Indiana était très positif. On en a parlé, on a dit qu'il fallait réagir après Orlando. Ça a été fait, c'était pas un match facile, c'était loin d'être gagné d'avance et on a fait en sorte de tenir le rythme, tu l'as dit, parce que c'est vrai que sur le papier, si on se lançait dans un match de juste mettre des paniers et pas défendre contre Indiana, ça pouvait devenir compliqué très très vite. Et finalement, on a réussi à s'imposer, donc c'est une très bonne chose. Parfait, parfait. Vas-y, parle du match de Cleveland. Bah, on en a déjà grandement parlé en fait, hein. Je veux dire, le problème principal du match à Cleveland, c'est les lancers francs. Je ne vais pas parler des difficultés défensives parce que Cleveland est une équipe avec un profil particulier, avec ces espèces de deux tours de contrôle à l'intérieur que sont Evan Mobley et Jarrett Allen, qui sont extrêmement complémentaires. Donc, ça tourne très bien. Donc, je n'ai pas trop de problèmes là-dessus, mais effectivement, plus de réussite au lancer et puis bah, peut-être je sais pas, ne pas s'effondrer quand on voit un Tristan Thompson qui sort du banc. Moi, j'ai été sidéré par ça. Je veux dire, à partir du moment où il est rentré, il est resté, je crois, 7 minutes sur le terrain. On n'a pas pris un rebond, que ce soit défensif ou offensif. Il était partout. Il nous a mangé dans l'énergie, dans l'intensité. Alors, on sait que ça a toujours été un très bon rebondeur. Il a un instinct du rebondeur. Il est très, très bon là-dessus. Mais quand même, quoi, je veux dire, entre pré à un moment donné, il était tout seul au milieu de trois et c'est lui qui prend le rebond et genre sans débat, quoi. Il n'y avait aucun problème pour ça. Et puis, bah, l'adresse à 3 points de Max Truss qui nous a aussi fait très très mal. Donc non, c'est dommage encore une fois parce qu'avec quelques lancers francs de plus, le match c'est pas le même. Donc c'est frustrant, mais bon, c'est comme ça. Ouais, tu l'as bien résumé. Les lancers francs, cette défense sur Max Truss qui est catastrophique sur un seul carton, il met 20 points en un carton. Le reste du temps, il était bien défendu. Et ces passages de la seconde unité face à Tristan Thompson qui ont été catastrophiques sur 3-4 minutes. Hein. Il prend 3 rebonds offensifs de suite et il nous met la tête sous l'eau. Et moi, il y a une chose que j'ai pas aimé et j'en ai pas parlé dans les choix de Darko Rajakovic qui nous a refait du Nick Nurse. Pourquoi on fait défendre Scotty Barnes sur Garland? Ça, c'est incompréhensible pour moi. On a recruté Schroeder pour ça. La défense sur les meneurs de jeu qui sont rapides. Scotty Barnes a brillé cette saison en étant un défenseur en aide par ses contres. Ouais, et je ne comprends pas pourquoi on fait défendre Scotty Barnes sur Garland parce qu'en fait, on l'a vu à la fin, il prenait le dessus sur lui à chaque fois en fait. Et on a encore ce Scotty Barnes qui, pour l'instant, n'a pas, je trouve, sur les joueurs plus petits que lui, on l'avait vu face à Maxi aussi, n'arrive pas à prendre la distance nécessaire pour ne pas se faire déborder. Et, euh, et Garland a pris le dessus sur lui sur la fin. Bon, il a de la chance, à un moment, il balance un alley-oop. C'est un peu raté, ça tombe dedans. Mais quoi qu'il en soit, j'aurais voulu voir Dennis Schroeder qui a été recruté pour ça et qui l'a bien fait jusqu'à présent. Et ça aussi, c'est un truc qui m'étonne avec Darko, c'est que il avait débuté la saison super conservateur, ça marchait bien. Le meneur défend le meneur, ailier défend ailier, etc., etc. Et là, on dirait, moi je trouve qu'il essaye trop d'innover en fait. Parfois, c'est bien, hein, des fois il y a du switch, ça c'est pas un problème, on a les joueurs pour. Euh, il fait pas beaucoup de zones, il en a fait un petit peu, mais c'est pas non plus, c'est pas problématique. Mais tu vois sur ce match où pourquoi on a Schroeder qui défend sur Strauss par exemple, quand Strauss a pris feu, Schroeder revient sur le terrain, il essaye de le contester, mais il est trop petit tout simplement. Alors que si tu rééquilibres les choses, tu peux avoir soit Siakam, soit Barnes sur Struss, soit Barnes, soit Siakam sur Mobley, et tu as un meneur rapide sur un meneur rapide, en fait. Là, j'ai pas trop compris ce choix-là. Et c'est exactement la même chose face à. Alors là, c'était la semaine dernière, mais contre Boston, où tu décides de faire défendre Schroeder sur Porzingis. Porzingis n'a même pas regardé Schroeder, il se retournait, il shootait comme s'il n'y avait personne sur lui. Et ça, j'ai pas trop compris ces choix-là, alors qu'on partait sur quelque chose de beaucoup plus conservateur en début de saison et que on le disait, ça allait être bénéfique à nos défenseurs qui sont de très bons défenseurs en 1 contre 1 sur leur poste. Donc au final, voilà, c'est un truc que j'ai oublié sur les choix de Darko. Euh, mais malgré tout, et tu le disais, on nous le disait tout à l'heure, contre Cleveland, malgré tout ça, en fait, tu te dis, tu mets un panier à 3 points en plus, c'était normal.
une réussite normale au lancer franc, 73-75%. Et en fait, ce match, tu le gagnes. Donc, c'est ça qui est d'un côté encourageant. C'est que si les Raptors arrivent à régler ces petits trucs, un rebond ou deux offensifs de moins parce que tu es concentré. Mais ça aussi, et quand je le disais que j'aime pas ce duo Boucher-Precious, c'est que je trouve que les deux ne sont pas de bons joueurs au box-out. C'est des joueurs qui jouent sur leur qualité athlétique pour aller chercher des rebonds. Mais si tu n'as pas le joueur avec eux pour box-out, et c'est exactement la même chose si tu regardes Cleveland, en fait, Mobley prend 13 rebonds et Allen n'en prend que 3, je crois. Mais Allen fait tout le travail pour Mobley au box-out. Et je trouve que ça, c'est super important. Et quand on a cette line-up-là, et parfois Scotty aussi s'oublie un petit peu au box-out. Donc, du coup, quand tu as un front de court Scotty, Precious et Boucher, bah, je trouve que ça manque d'application à ce niveau-là. Et du coup, bah, ça donne ce qu'on a vu avec Tristan Thompson qui, lui, ne s'est pas laissé prier pour aller choper les rebonds et pour faire mal parce que malheureusement, tu as Strus qui était en feu à 3 points et le peu de fois où il rate, où il y a des tirs ratés, bah, tu te fais sanctionner par des secondes chances. Mais au final, même les secondes chances, c'est même pas le problème sur ce match-là parce que les Raptors en ont pris beaucoup. Ils ont gagné 22-20 sur les secondes chances. Donc, au final, c'est rééquilibré, mais c'est dommage. Ouais, mais en fait, c'est pas une question de pas les perdre, c'est qu'ils ont eu des points qu'ils n'auraient pas dû avoir ou des Ouais, points que nous, on n'a pas mis, qu'on aurait dû mettre si on s'était concentré sur nous, quoi. exactement. Les minutes avec Tristan Thompson, si on n'est pas complètement à côté de la plaque au rebond, ben, il y a tout de suite 2 ou 3 possessions de moins pour Cleveland. Si les lancers francs, au lieu d'en louper 9, on n'en loupe que 5, Mhm. ben, le match, c'est pas le même, quoi. Ouais, ouais, Donc, totalement. donc voilà, ce sont des choses sur lesquelles on doit se concentrer, nous, peu importe de ce qui se passe autour, peu importe de l'équipe qui est en face, on doit être toujours à 100% parce qu'on est limité en talent, en niveau de jeu par rapport aux autres équipes de la ligue, on le sait. Donc, il faut être le plus irréprochable possible. C'est ça, c'est contrôler les choses que tu peux contrôler et le hustle, c'est normalement, mais c'est ça qui est énervant avec cette équipe, c'est que normalement, ça doit être ta marque de fabrique en fait. Parce que comme tu le dis, tu n'as pas le talent offensif, tu as un banc qui n'est pas en mesure de scorer beaucoup, mais il doit faire en sorte de réduire les points de l'adversaire. Comme je le disais, c'était assez drôle. Ils en parlaient dans le Raptor Show tout à l'heure également, je réécoutais hier. Ils disaient, avant, on avait des Kyle Lowry plus banc. C'était pas fou en attaque. Kyle Lowry gérait plutôt bien les choses. Mais par contre, sur le passage de Kylo plus banc, ça gagnait 6-2. C'était vraiment boucler les choses. Avec un passage en force provoqué par Kyle Lowry, une interception dans les mains du pivot, et puis hop. Voilà, et puis des lancers francs obtenus de l'autre côté parce que ils se balançaient dans les défenseurs en allant en pénétration où tu sais qu'il n'y a aucun moyen qui marque, mais ils chopaient les lancers, mais les lancers, ils les mettaient. Et voilà, donc c'est ça les points sur lesquels les Raptors ont des progrès à faire, mais le point positif, c'est que c'est des choses qu'ils peuvent contrôler. Je pense que les lancers, ils peuvent contrôler. C'est quelque chose qui travaille. Normalement, ça devrait remonter. On a trop de joueurs qui sont en dessous de leur moyenne. Et le hustle, bah, c'est juste un état d'esprit en fait. Au bout d'un moment, il faut aller au mastic et avoir un petit peu de fierté tout simplement. Tu te prends un rebond offensif de Tristan Thompson sur l'action suivante, tu y vas à deux, tu le box out et puis voilà, on n'en parle plus. Et en plus, j'ai trouvé qu'il y a un joueur qui fait pas mal d'efforts à ce niveau-là, c'est Malachi Flynn. Je trouve qu'au rebond, il est plutôt pas mal pour aller chercher les rebonds qui sont longs en général. Je trouve qu'il fait plutôt du bon travail. Donc, si tout le monde pouvait avoir cet état d'esprit, ça serait, Comme tu très dis, bien. il peut pas se reposer sur son physique, donc il compense par le hustle. Exactement. Et c'est tout. Mais d'autant plus que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Tristan Thompson, c'est pas un inconnu au rebond. On le sait. Mmh. En plus, tu le sais. Enfin, je veux dire, son entrée tout de suite, t'as toute la salle qui se lève parce que, voilà, c'est Tristan Thompson à Cleveland et tout machin. Donc, tu le sais. Le focus, à partir du moment où tu le vois sortir de la table de marque, c'est attention, les gars, au rebond. Mhm. Il est là que pour Tu ça, vois? Tu dois avoir un focus de plus là-dessus. c'est clair. Non, c'est clair, le gars, il rentre que pour faire des écrans et prendre des rebonds de toute façon. C'est Donc, ça. C'est ça. voilà. Ok, on va enchaîner rapidement avec une petite preview du match contre les Nets ce soir. On va essayer de donner toutes les clés. On verra si les Raptors les respectent cette fois. Euh, Cette équipe, je crois, elle sera privée de Claxton.
Donc c'est une équipe qui ressemble beaucoup aux Raptors de Nick Nurse il y a 2 ans, avec quasiment que des ailiers menés par Dinwiddie. Euh, les Raptors, normalement, ont les armes défensives face à ça, puisque nous aussi, on est plutôt construit de cette manière-là. Pour toi, quelles vont être les clés face aux Nets pour ce dernier match du In-Season Tournament où les Raptors sont déjà éliminés de toute façon? Autant te dire que le In-Season Tournament, je m'en cogne mais de façon tellement royale. Mais alors, dès le début, hein, même quand on était en liste, c'est quelque chose qui me... Vraiment, c'est un match de saison régulière comme un autre. Euh, après, les clés, on l'a dit, c'est travailler sur ce qui n'allait pas cette semaine. Après, en termes de défense, il faudra s'ajuster parce qu'effectivement, c'est une équipe qui est construite un peu comme nous. Et la dernière équipe construite un peu comme nous qu'on a rencontrée, c'était Orlando, et on a Exact. vu le résultat. Donc il faut se concentrer et être efficace en défense. Dinwiddie est un joueur qui est capable du très bon comme du très moins bon. Donc, il faut espérer peut-être qu'il ne sera pas forcément dans un bon jour, ça va nous aider. Mais encore une fois, il faut se concentrer sur nous. Et effectivement, je n'avais pas l'information que Nick Claxton ne serait pas là, mais c'est vrai qu'il a loupé le dernier match, je crois. Ouais, il n'était pas là au dernier match, mais je vais Euh, vérifier quand même donc, s'il est fort. donc à Peut-être. voir. Mais il me semble que de mémoire, les Nets ont encore un truc à jouer dans le In-Season Tournament, je crois. Ouais, ils peuvent se qualifier encore. Donc, Il y a une histoire à 3. Et ouais, c'est ça. Donc, en fait, ça va dépendre du goal average, si je peux m'exprimer ainsi avec un terme footballistique. Euh, ils vont peut-être avoir ce petit supplément de motivation, encore que je sais pas trop. Donc non, ce serait bien de réagir tout de suite. Encore une fois, ne pas s'effondrer. On a eu une série de 3 défaites, là, je regardais en début de saison. ouais. Mais depuis, sinon, c'est vraiment très, très équilibré. De toute façon, on le voit avec notre bilan, hein, 8 victoires, 9 défaites. Donc, ce serait bien de réagir tout de suite et de se re-maintenir à l'équilibre tout de suite. D'autant plus que pour la suite de la semaine, on va avoir 2 matchs à domicile contre Phoenix notamment. On sait très bien que si jamais leur Big Three est sur le terrain, ça peut être très compliqué. Et puis derrière, on aura la venue de New York. Donc voilà, ce serait bien de prendre celui contre Brooklyn, de voir ce qu'on peut faire contre Phoenix et ensuite d'être un petit peu plus entreprenant et offensif contre New York. Ouais, et après, petit point sur la suite du calendrier, parce que ça, c'est un point qui est aussi important. Ouais, Nick Claxton, il est bien. Non, il est questionable. Il n'est pas Donc il absent. pourrait louper le match de ce soir, à Il pourrait voir, quoi, ce sera rater. confirmé. Il y a Cam Johnson qui est probable. Ben Simmons qui est out. Cam Thomas qui est doubtful. Et Dennis Smith Jr. qui est questionable. Donc, il pourrait Ah quand oui, même. il y a beaucoup de monde quand même sur l'Injury Report du coup, hein. Exactement, il pourrait avoir pas mal d'absents. Et à noter pour la semaine prochaine, je l'avais partagé dans notre groupe de discussion, les Raptors qui vont disputer 2 matchs qui ne sont pas encore définis, parce qu'en fait, le In-Season Tournament, comme ils l'ont dit, il n'y a que la finale qui est en plus dans le calendrier. Donc en fait, les équipes ont un calendrier de 80 matchs jusque-là, et la semaine du In-Season Tournament, les quarts finales et les demi-finales comptent comme 2 matchs de saison régulière, ce qui fait qu'en fait, pour les équipes qualifiées, ça va être des gros matchs. Ceux qui vont perdre en quart, je pense qu'ils vont se jouer ensemble ensuite pour le match suivant, pour le 82e match. Et les Raptors, du coup, vont accueillir un match et se déplacer contre une des équipes qui ne sera pas qualifiée a priori pour les quarts finales. Donc ça pourrait être des équipes comme Charlotte, comme Washington. En tout cas, c'est des équipes de l'Est a priori à vérifier parce que je crois qu'il y a des possibilités de jouer contre l'Ouest, mais c'était pas très très clair dans l'explication que j'ai eue. Mais en tout cas, peut-être 2 matchs plus simples que si on était qualifié pour les phases finales. Donc ça peut être aussi quelque chose de positif et bien Sans compter finir. l'économie du déplacement à Las Vegas. Voilà. Et donc bien finir cette semaine contre New York. Pourquoi pas signer un exploit contre Phoenix, mais avant tout assurer ce match contre Brooklyn. Il y a 3 matchs cette semaine. Il faudrait réussir à en prendre 2 pour être dans le positif. Non, dans le 50% toujours. Ouais, d'être toujours
autour de 50% à la fin de la semaine, ça serait très bien. Après, encore une fois, c'est ce que je disais, Phoenix, perdre contre Phoenix, ça va arriver à des gens très bien. Exactement. Surtout si on a gagné ce soir contre Brooklyn, à la limite, je prends le match de Phoenix comme un match de pré-saison presque. En fait, si on fait l'exploit, bah, tant mieux, mais bon, on ne joue pas dans les mêmes sphères. Par contre, Brooklyn, New York, tout ça, ça va être tellement serré à l'Est parce qu'en fait, c'est ce que je disais l'autre jour, il y a les deux mastodontes qui vont se battre pour la première et la deuxième place, que sont Milwaukee et Boston, à mon avis. Et ensuite, entre la troisième et la neuvième place, le mélange entre Philadelphie, Miami, Brooklyn, New York, peut-être Chicago si jamais en fonction de comment ça bouge, de comment ça se passe. Indiana qui est aussi sur un très bon début de saison, Atlanta. Enfin voilà, il y a plein d'équipes, c'est très très serré, c'est encore que le début de saison, mais on voit très bien qu'aujourd'hui, alors aujourd'hui il y a plus de cadors en haut. Hein. C'est vrai qu'entre Boston premier et Philadelphie quatrième, il n'y a qu'une seule victoire d'écart. Mais que derrière, entre Miami 5e et nous 11e, il n'y a que 2 victoires. Ouais, c'est très serré. Donc, toute cette grosse marmite-là, avec peut-être Orlando qui joue les troubles faits en tête et qui pourrait peut-être, si jamais ça se calme, redescendre dans nos sphères à nous. Tous ces matchs-là vont compter presque double en termes de confrontation directe. Donc, c'est ces oppositions contre Brooklyn, New York qui vont venir, Atlanta aussi au courant du mois de décembre. Je crois qu'on a une double confrontation contre Atlanta. Ces matchs-là vont être très, très importants. Donc, effectivement, Phoenix, c'est un match de saison régulière comme un autre, effectivement, mais je le mettrai sur un plan quand même secondaire. Ouais, les 2 matchs contre les équipes de New York seront très importants, Brooklyn et les Knicks en fin de semaine. C'est parfait, on va se quitter là-dessus. Merci à toi, Alex. Merci de l'invitation. Et merci à tous de nous avoir suivis. On rappelle, on est dispo sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube, comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, à laisser des petits likes et à partager avec nous sur Twitter. C'est toujours un plaisir d'échanger sur les Raptors. Merci à tous, merci à toutes. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors! Let's go Raptors! Lowry for 3. Bang! Oh, it did not. It's over. It's over, ladies and gentlemen.